Pour moi, ce que j'ai retenu de cette parallèle magma terrestre, magma psychique, c'est qu'il y a la matière, le cerveau. De nos jours, on est d'accord que le psyché, c'est dans le cerveau. C'est ce qu'on dit. Même on dit les yeux, c'est l'âme du... les yeux, c'est la porte de l'âme, du psyché. Donc le cerveau, par aussi l'imagerie, par toutes sortes des études, on est d'accord de nos jours que le psyché, c'est dans le cerveau. Et comme la matière terrestre, le magma terrestre s'organise, il y a la croûte terrestre, le manteau. Pareil, les neurones, qui déjà sont formés, c'est la cellule, la roche noble du cerveau, donc de l'âme, s'organise et crée le cortex cérébral, on peut le comparer à la croûte terrestre. Le manteau, c'est le sous-cortex. Et le système limbique, qui on dit que c'est le siège des émotions, qui est la partie la plus, on dit aussi le cerveau reptilien. C'est le cerveau, le paléocerveau, le cerveau le plus ancien. On est d'accord que c'est le siège des émotions. Et moi, je regarde les affects, les émotions dans mes divagations de ce soir, comme le jaillissement, comme la lave terrestre qui jaillit du magma. Parce que, ok, il y a les neurones, le système limbique, il y a toute cette organisation, mais qu'est-ce qui fait que les émotions émergent, jaillissent de cette matière? C'est quelque chose que, oui, il y a toutes sortes de théories. Moi, je me suis attaché au jaillissement, à l'acte artistique. Parce que les artistes, d'après moi, ils sont toujours en avance. Ils ont l'intuition, ils ont quelque chose au-delà de la raison qui est en avance de ce que la science ou les théories peuvent apporter. Et ce tableau-là qui est devant vous, je pense, c'était plus l'objet qui a déclenché l'idée de cette conférence, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la matière, des fleurs, mais il y a aussi quelque chose d'émotionnel lié à la mort qui m'a beaucoup touché. C'est une tombe. C'est une tombe, c'est la matière. Mais comment l'artiste a pu faire de cette tombe et des couleurs et de la toile quelque chose qui nous touche. Moi, ça me touche parce que regarder la mort avec des couleurs, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Parce que normalement, la mort, c'est noir, le deuil, c'est triste. Mais là, il y a quelque chose qui émerge, que ce soit la couleur, que ce soit la vision de l'artiste. Moi, après une autre parallèle que j'ai fait entre le magma terrestre et le magma psychique, c'est que dans les deux cas de figure, il y a cette coexistence dialectique entre matière et l'esprit. Bon, c'est un vieux débat philosophique. Chez nous, à l'époque du communisme, c'était la prééminence de la matière. C'est la matière qui dirige l'esprit, les émotions, peut-être, j'en sais rien. La dialectique a son charme, que ce soit Hegel, que ce soit Marx, que ce soit, je ne sais pas, même il y a une thérapie dialectique.
nous, on nous a appris au cours de philosophie marxiste que la vérité jaillit, émerge des lois des contraires, des contradictions. Ce qui est quelque chose de fondable. Actuellement, au Silicon Valley, le marxisme est à nouveau à la mode. Ça revient, le marxisme. Mais ça reste une théorie qui a ses failles, qui a ses valeurs, comme plein d'autres théories, philosophiques, médicales. Moi, j'admire les artistes car il n'y a pas de théorie. Il y a ce jaillissement, quelque chose qui émerge, bien sûr, de la matière. Surtout d'artistes comme Philippe, parce qu'il y en a qui font des cartes postales. Ah oui, ça, après, il y a les volcans de l'Auvergne, il y a aussi d'autres volcans. Vous savez que ce tableau, pour Philippe, c'est quelque chose de terrible, de fort. C'est la tombe de sa femme décédée. Et quand il regarde ça, il dit, de toute façon, quand je suis mort, je vais là-bas. Oui, oui. C'est donc émotionnellement, ça oui, mais c'est la raison qui lui dit, mais en même temps, l'émotionnel l'amène à regarder quelque chose qui est triste, qui est destructeur, donc quelque chose qui est floral finalement. Et c'est ça que je trouve magnifique, pas forcément que chez Philippe, mais dans la structure humaine, le cerveau, l'émotion, l'âme, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si on peut l'expliquer. On peut donner des explications de théories. Moi, je ne veux pas vous casser la tête avec des théories. C'est un point de vue. Qu'entre la matière terrestre, la matière noble, les neurones, le cerveau, c'est noble. On regarde, c'est quelque chose... on dit que c'est la partie noble de l'homme, le cerveau, et les neurones et tous les synapses. Mais ça suffirait comme explication. C'est les neurones, c'est les synapses qui font ça. Il y a autre chose, c'est le souffle. Qu'est-ce qui fait jaillir l'acte artistique? Les neurones, le système limbique, ou il y a un souffle divin, un souffle qui vient de je ne sais pas où. Et c'est pour ça, moi, je voulais vous proposer cette parallèle pour déjà sortir des théories, de la raison, essayer de s'approcher de l'émotionnel, mais comment je pourrais ressentir, avoir les mêmes émotions que l'artiste au moment de l'acte artistique, parce que ça pourrait être dans ce moment-là une chose, et quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques années, d'autres émotions, même le cerveau il évolue. On dit la plasticité cérébrale. Nous on veut rester toujours les mêmes, mais non. L'ADN ça bouge, le cerveau ça bouge, tout bouge. Un série biologique. Le magma terrestre bouge aussi, en permanente fusion, ébullition, et à un moment donné, ça jaillit ou pas. C'est fascinant de regarder le jaillissement, mais ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Vous disiez que l'artiste souffre en faisant ça. Il se libère, le jaillissement, mais en même temps, le refroidissement est... Le magma, la lave qui se refroidit, c'est dur, c'est noir et c'est dur. Donc moi, dans les différents... moi, c'est l'acte artistique à partir de la matière. Cerveau, que ce soit supérieur, le sous-cortical... De nos jours, on est d'accord que le système limbique, c'est le siège des émotions, même de la mémoire. Mais parce que la mémoire,
On parle de la mémoire affective. Et effectivement, on peut se rappeler de cette soirée, pas de ce que je dis, mais du fait que j'étais en retard. Oui, c'est quelque chose qui dérange. Comme disait un de mes profs, de nos jours, une théorie qui tient plus de 3 ans, c'est louche. Donc des théories, on a plein de théories, on a plein, mais finalement, qu'est-ce qui compte? L'expérience personnelle de l'artiste, du médecin, la vôtre, c'est ça qui compte. Parce que des théories, on va nous dire, il faut comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que comme ça, mais bon, ça, combien ça nous touche? Si ce n'est pas notre expérience personnelle. Si on ne rentre pas dans une sorte d'ébullition, comme le magma. Il y a des artistes entre vous. Vous êtes artiste, Aris. Artiste dans quel sens? Dans le sens que vous créez, sans réfléchir. Ou vous réfléchissez quand vous créez. Je suis artiste comme couture, artiste avec les danses. La danse, la couture, oui. Mais si vous avez envie de nous parler de comment ça sort, comment jaillit l'acte artistique, c'est de l'âme, du cerveau, de je ne sais pas où. C'est le feeling. Le feeling. Les sentiments des autres qui sont autour de vous, qui font faire des émotions. Et cette émotion, ça défile des danses. On écoute la musique, on bouge avec les sentiments, avec les personnes qui sont autour de nous. Ça crée un défilé des émotions avec les danses. D'accord, mais vous pouvez aussi suivre les règles, la théorie, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, sans émotion. Ça existe aussi. Oui, ça existe aussi. Et ça devient une habitude après. Donc je pense que c'est valable on parle de l'art médical, on parle de l'art, même en comptabilité, on parle, non? Il y a une part de poésie, il y a une part d'inconnu, d'émotion, je ne sais pas. Pas tellement. Non, pas tellement. Moi, je dirais, je vois dans la rédaction, les chiffres, dans l'action générale, ce que je fais d'écrire artistique, c'est que il y a un moment où il n'y a pas vraiment de réflexion, où la réflexion, elle est pratiquement automatique. Ça sort. Oui. Ça sort. Mais c'est la réflexion, c'est autre chose. Mais il n'y a pas le fait de poser, essayer, ajuster. C'est que j'entends un peu comme prenez le tube de parfait, vous appuyez, oh, ça sort tout seul, voilà quoi. Il y a quelque chose de profondément naturel. Oui, et je pense que... Et même de non intellectuel. Oui. Je peux vous parler d'une expérience personnelle. Oui, bien sûr. J'ai fait la première affiche du festival de jazz. Cette affiche avec ses fleurs, etc. Je rentrais de San Francisco, Fillmore Auditorium, Flower Power, psychédélisme, etc. Voilà. J'étais très influencé. Donc la créativité chez moi, elle a été importée, si je peux dire. Elle a été influencée beaucoup par ce que j'avais vécu. Oui. Le cerveau, pareil, se prépare depuis la 12e semaine. Pour l'enfant, la myélinisation, donc c'est un sort, la myélinisation, c'est une sorte de protection des neurones, la myéline. C'est une matière qui n'est pas noble, mais c'est comme, je ne sais pas, il y a le tableau qui est noble, mais aussi le CIF ou le système de sécurité du musée qui assure la sécurité de cette œuvre artistique. Ce n'est pas noble les serrures et le CIF, mais ça sert à quelque chose, ça protège. Moi j'étais très surpris au Louvre, Joconde, elle était derrière de verre de sécurité, derrière une vitrine.
Et tous les flashs, toutes les lumières, ça gâchait l'huile, la peinture sur l'huile. La peinture à l'huile, s'il y a du vert, c'est foutu. Tu ne peux pas ressentir, tu ne peux pas voir. Parce qu'il y a tous ces phénomènes physiques, optiques, qui changent. La vie, ça n'est que préparation à cet acte de création et de procréation. C'est que la mise en place des éléments pour que ça puisse arriver, quoi. Oui, je pense qu'il y a une période de préparation, de structuration. Les roches, le magma terrestre, c'est comme le magma, les premières semaines de vie. C'est du magma au niveau cerveau. Il n'y a rien structuré. Et ça se structure toute la vie. Toute la vie. Même, bon, on dit que c'est fini à l'adolescence. Peut-être, on parle de plus en plus de plasticité cérébrale. Il y a des neurones qui meurent, des milliards, on n'utilise que 10%, on dit, de neurones qu'on a. Même maintenant, on regarde de plus en plus si les neurones qui ne sont pas utilisés ou ceux qui meurent, si ça peut pas, la plasticité cérébrale, c'est ça. Il y a une partie qui meurt, pour X raisons, hémorragie, tumeur, je ne sais pas quoi, mais il y a les autres parties qui prennent le relais. C'est comme tu es sourd d'une oreille, tu commences à entendre mieux avec l'autre. Tu... Vous dites, Donc le corps, il a des ressources extraordinaires, comme la terre, la matière. Ça peut sortir des montagnes, ça peut sortir des mers, ça peut sortir le cerveau humain, ça peut sortir des merveilleuses théories, mais aussi être les prémices, comme vous dites, d'un acte artistique qui est réfléchi plus ou moins. Ils ont fait des études en psychologie expérimentale, je crois, à Lyon. L'action dévance d'une, je ne sais pas combien, nanosecondes ou millième de seconde, la réflexion. Donc on agit, on réfléchit après. D'accord. Et la théorie dit qu'il faut réfléchir 2 fois avant d'agir. Donc il y a une contradiction entre ce qui se passe. C'est pour ça, moi, que je suis étonné des questions qu'on peut poser à l'artiste. Comment vous avez créé? Mais qu'est-ce qu'il en sait? Même pas. C'est quelque chose qui dépasse. Ils savent juste s'ils boivent de cidre rouge, ça va mieux. Non, mais... Oui, mais pourquoi disaient les latins in vino veritas? Parce que le vin crée une sorte d'ébullition. Inhibition, désinhibition. Désinhibition, ébullition, et après, paf. C'est quelque chose, il y a tant de vertus dans le vin. Pourquoi le vin résiste depuis des milliers d'années? Et même démontré par les chimistes, biochimistes, par exemple, c'est quelque chose qui m'a touché en exposé, le stress des raisins et les conséquences sur le vin. Quand il y a des années avec beaucoup de stress, du grêle, des pluies, des vignes qui sont proches des gaz d'échappement, subissent beaucoup de stress. Le raisin, il se fortifie. Il a plus de phénol, plus de, je ne sais pas quoi, du tanin, des choses qui... Mais le goût, il n'est pas terrible, ces années-là. Donc la saveur est moindre, mais les vertus sont... Il y a une compensation, je crois. C'est une compensation qu'on voit partout. Qu'est-ce qu'on regarde? La matière, l'homme qui était ancré à la matière, ou ce qui est émergé de lui, comme acte artistique, ou les deux. Si c'est un chirurgien, peut-être qu'il soit bon chirurgien avec un sale caractère, que nul mais très gentil, hein. Surtout si beau.
Mais pareil. Pareil. D'accord. Hein. Voilà. Mais vous disiez un truc par rapport à l'action qui précède la pensée. Ouais. Est-ce qu'on dit? Moi, c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu, mais. Alors, est-ce que je pense ou est-ce que c'est la pensée qui me traverse? Oh, je pense, Pascal, non, je pense donc j'existe. La liberté de penser, la liberté en général, c'est plein de risques. Même quand on choisit la plus mauvaise des solutions et Oui. qu'on la prend, c'est que quelque part on pense que c'est la bonne. Autrement, on ne la prendrait pas. On pense que c'est la bonne parce que c'est la mienne. C'est- Si on la choisit, c'est forcément la bonne. Sur le moment, il n'a pas Même si quelque part on pense que c'est la mauvaise. Ah oui, parce qu'on pense qu'on est bon, donc tout ce qui nous appartient, c'est bon. Oui, moi, ce qui m'a fasciné dans la pensée dialectique, c'est que tout est contradictoire à la fois, et que s'il y a parfois une synthèse, mais ces contradictions vont évoluer vers quelque chose. C'est très marxiste. Quoi. Ah oui, c'est très Vous voyez, vous avez été J'ai eu imprégné. l'intelligence. Oui, mais j'étais imprégné, j'ai lutté longtemps contre ça. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas si con. Ouais. Par exemple, le marxiste disait la liberté, c'est la nécessité assumée.